Il est 16 heures, donc bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière partie de cette journée consacrée à la recherche en prévention primaire autour des réseaux de recherche Cancept et Sorisp. On a évoqué pas mal de sujets, des sujets très riches. Je crois qu'on va avoir pas mal d'éléments de conclusion. Comme convenu, je vais laisser la place et la parole surtout à Louise Potvin qui va nous faire un petit peu une rétrospective, une perspective de ces questions de recherche en prévention primaire, sans doute peut-être dans une dynamique internationale. C'est un petit peu ce qu'on s'était dit. 20 minutes plus 10 minutes de questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ceux qui se sont connectés juste maintenant, si jamais vous êtes sur la page du streaming, vous avez sur la droite un petit carré dans lequel vous pouvez poser vos questions. Ça peut être des questions anonymes, vous pouvez donner directement votre nom, on le citera à l'antenne. Donc Louise, merci. 20 minutes, oui. Et puis après 10 minutes. C'est top à toi. Chrono. Merci Allez, beaucoup. Je commence. Donc, sur un plan international, il faut regarder un peu où est la France. Et vous jouissez d'un outil dont peu d'États peuvent se vanter. C'est un plan cancer et c'est une stratégie décennale de lutte contre le cancer. Et parmi cette stratégie-là, je vous souligne l'axe 1, améliorer la prévention. Je vous souligne aussi l'axe 4, s'assurer que les progrès bénéficient à tous. Et ça, c'est un levier pour Cyril. Et effectivement, quand on a une stratégie nationale, bien évidemment, ça oriente les politiques, ça oriente la distribution des budgets et ça oriente les actions. Il faut s'en servir. Il y a très longtemps, j'ai écrit un article dans lequel, effectivement, je disais qu'il y avait fondamentalement 3 grandes approches à la prévention. Et quand on parle de prévention, on parle de quoi? On peut parler de prévention de groupes à risque, de prévention populationnelle, et de plus en plus, et au moment où cet article a été écrit en 2008, on commençait à en parler. Je vous ferai remarquer que 2008, c'est l'année où Marmot a remis son rapport de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé. Et avec ma collègue Kate Frolick, on parlait d'approches de population en situation de vulnérabilité. Aucune de ces approches-là à la prévention n'est parfaite. Et aucune fera le travail toute seule. Et quand on parle de prévention, il faut couvrir l'ensemble du spectre de prévention. Il faut savoir ce qu'on fait, mais il faut savoir aussi quels sont les points aveugles et surtout quels sont les contre-coups de chacune de ces approches-là. Il n'y en a pas une de parfaite et toutes ont des contre-coups. L'approche de groupe à risque qui consiste effectivement à prévenir la maladie chez les individus les plus à risque, bien, les critiques qu'on en a faites, à juste titre, blâmer les victimes, et ça ne prévient pas les individus de devenir à risque. On s'occupe des fumeurs, on les incite à arrêter de fumer. On s'occupe des populations qui sont en hypertension, on leur fait contrôler leur hypertension. L'approche populationnelle, qui est associée à Jeffrey Rose, dans les années 90, puis on va y revenir, l'idée, c'est d'accroître la santé de l'ensemble de la population. D'une approche, Jeffrey Rose, c'est un anglais, approche très utilitariste, maximisons le bénéfice et l'utilité pour l'ensemble de la population. Comme Cyril nous l'a montré, ça peut accroître les inégalités de santé et j'ai même écrit quelque part que quand on ne s'en soucie pas des inégalités de santé, on prend le pari de les accroître. Et finalement, une approche de population en situation de vulnérabilité, l'idée, c'est de réduire les inégalités de santé. Évidemment, on parle de discrimination positive, on fait plus pour d'autres, et on connaît tout le backlash qu'il y a à l'heure actuelle sur tout ce qui s'appelle donner plus à Jean pour donner moins à Jacques. Il y a des potentiels de stigmatisation qui sont extrêmement importants, mais surtout, d'un point de vue de décision publique, il y a une perte d'efficience en termes de santé de population. Ça coûte plus cher. La perspective des facteurs de risque, Marc Lalonde, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était ministre de la Santé du Canada et qui est associé effectivement à cette idée qu'il faut
faire de la prévention que la santé, ça ne se fait pas dans les soins. Mais cependant, qu'en ciblant le risque chez ceux à risque, ben, on ne prévient pas le risque de ceux qui ne sont pas à risque. L'approche populationnelle de prévention de Jeffrey Rose, ben, les conditions contextuelles façonnent la distribution du risque dans une population. La majorité des cas se produisent chez les individus à risque moyen. Combien de fois entend-on, ben, il a fait un infarctus, mais il n'y avait pas de facteur de risque. Il faisait de l'exercice, il ne fumait pas, il mangeait bien. Il faut améliorer le risque de l'ensemble de la population en modifiant les conditions qui influencent la distribution, puis modifier les conditions de risque moyen, bien, on a un impact aussi sur les groupes les plus à risque. En fait, l'effet souhaité d'une intervention populationnelle, bien, c'est celle-là, c'est d'avoir un effet moyen sur toute la courbe, et on déplace la courbe sans la modifier. Mais effectivement, l'effet indésirable que nous a montré Cyril tout à l'heure, bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ça prend plus d'efforts pour déplacer les gens qui sont à risque élevé, peu importe le facteur de risque, et si on met le même effort partout, bien, on arrive effectivement à des effets moyens qui sont finalement la somme d'effets différentiels qui peuvent varier, mais qui ont comme impact de concentrer les avantages et de concentrer les vulnérabilités. Et ce n'est pas qu'en France, malheureusement, où effectivement les profs d'université ne fument plus et leurs secrétaires continuent d'aller fumer sur le trottoir. C'est ainsi. En préparant ce petit sommaire, je suis tombée sur cet article de 2024, hein, on n'est pas loin, sur effectivement les déterminants fondamentaux, structuraux de la santé. Et cette idée, effectivement, que même si on réduit les facteurs de risque sans s'attaquer aux déterminants structuraux de la santé, bien, ces déterminants-là s'exprimeront dans d'autres facteurs de risque, parce que ceux qui fument sont aussi ceux qui sont victimes d'accidents de la route, sont aussi ceux qui sont victimes de stress, sont aussi ceux qui ont plus de difficultés à se nourrir. Donc, j'ai trouvé dans cet article deux illustrations qui me semblent en tout cas assez porteuses, qui illustrent cette idée des déterminants structuraux. Alors, le feuillage, et l'idée c'est l'arbre et la forêt. Et tout le monde a un arbre près de chez soi, et quand on voit les feuilles se ratatiner, ben on se dit « Oups, ça ne va pas, il est malade mon arbre ». Et on essaie de trouver ce qui va régler le problème, et habituellement, on y met un insecticide, ce qui n'est pas très, très intelligent non plus. Et ce niveau-là de feuillage, finalement, c'est l'expression de ce qu'il y a plus bas. Et ce qu'il y a plus bas, bien, c'est le tronc. C'est les intermédiaires. Le tronc, c'est ce qui permet de passer les nutriments du sol vers le feuillage. C'est relativement instrumental. Les déterminants sociaux qui, eux, sont autour du système racinaire, de quelle éducation j'ai bénéficié, de quel revenu je bénéficie, de quelles sont mes conditions ou quels sont mes accès aux ressources avec lesquelles je produirai ma santé, bien, quand on est autour de là, on est plutôt, effectivement, vers la santé des populations. Et lorsqu'on parle de déterminants structuraux, c'est le sol lui-même, c'est le contexte, c'est ce à quoi Linda nous alertait. Cette idée que la façon dont les sociétés, dont nos sociétés sont structurées, dont le vivre ensemble est organisé,
structure, en fait, l'accès que certains groupes auront à des ressources disponibles pour construire leur santé. Et bien sûr, on ne peut pas, en 2024, éliminer non plus comme déterminant structural tout ce qui s'appelle les changements climatiques, les adaptations au changement climatique. Parlez-en aux gens qui sont en Corrèze aujourd'hui, la façon dont ils construisent leur santé a dû être bouleversée dans les derniers jours, mais ça, c'est quotidien sur les côtes d'Afrique, c'est quotidien dans les îles du Pacifique, et ce le sera malheureusement de plus en plus. Et ne soyons pas dupes, on a augmenté l'espérance de vie dans les pays industrialisés au cours des 100 dernières années, essentiellement sur le dos de la planète et essentiellement sur le dos de la 7e génération qui s'en vient. C'est ce que les populations autochtones dans mon coin du monde nous disent, c'est lorsqu'on est sérieux avec la vie, on prend soin de la 7e génération, celle qu'on ne verra jamais. Et ce qui a amené cette idée de equity science. Et lorsque l'on veut s'intéresser aux processus, méthodes et interventions qui permettent effectivement d'essayer de redresser et de s'intéresser aux facteurs structuraux de la santé, bien, il faut se poser des questions différemment de la façon dont on les pose lorsqu'on est dans une approche de groupe à risque ou lorsqu'on est dans une approche populationnelle. On pose des questions sur ce que constitue le réel et qui nous amène non pas à dire que la santé est affaire individuelle, mais la santé est affaire planétaire et que prendre soin de sa santé, c'est aussi prendre soin de la planète et prendre soin de son voisin. Donc, ça nous amène à une conception de la réalité qui est plus relationnelle et qui embrasse ces idées-là de complexité. Bien sûr, on va poser la question axiologique. Qu'est-ce que l'on valorise? Est-ce que je valorise ma santé individuelle? Et lorsque je m'adresse dans une intervention, lorsque je m'adresse à des bénéficiaires, est-ce que c'est de ta santé dont je vais te parler, ou celle de ta famille, ou celle de tes voisins, ou celle de la planète? Et selon ces modèles-là, bien sûr, on devient englobant, puisque la santé des individus à la 7e génération va être liée à la façon dont on répond à cette question-là. D'un point de vue épistémologique, bien évidemment, de quelle façon connaissons-nous? Ce qu'on a vu aujourd'hui de plus en plus, c'est qu'un scientifique tout seul, quand on parle d'intervention, a une vision étriquée, tronquée de la réalité, et qu'une grande partie de son principe de réalité, c'est les personnes en situation qui bénéficieront ou non de l'intervention. On interroge aussi sur ce qu'on veut obtenir et sur les méthodologies qui sont participatives, transdisciplinaires, orientées vers l'action, émancipatoires. On a vu l'échelle de Einstein apparaître à quelques moments dans la journée. Et évidemment, on va privilégier les méthodes mixtes, dialogiques, qui intègrent, et nous dirait même le mot qui me venait lorsque j'écoutais Cyril et son exemple de projet, c'est une méthode qui est synthétique. C'est ni qualitatif ni quantitatif, ni juxtaposé du qualitatif et du quantitatif, mais c'est de faire parler les données dans un cadre qui est celui de la recherche interventionnelle. Et finalement, ça invoque ou ça mobilise une vision du monde. Quelle vision du monde avons-nous? Donc, c'est un large spectre, la promotion
ou la prévention, dirais-je, excusez-moi, c'est ma déformation. C'est un très, très large spectre, la prévention. Je pense qu'elles sont toutes pertinentes et je pense qu'elles doivent toutes être occupées. Le problème, quand on parle d'approches qui visent l'équité, c'est que c'est éminemment complexe. On ne sait pas trop comment s'y attarder. On ne sait pas trop par quel bout prendre ce modèle-là. Et c'est surtout extrêmement difficile dans les conditions actuelles de financement de la recherche, puis là je vais peser mes mots, de convaincre ceux qui ont les cordons de la bourse qu'il faut travailler là-dessus un peu dans le brouillard, plutôt que d'essayer, avec certitude, d'accroître l'espérance de vie de 3 secondes en faisant une intervention. Parce que je peux lier mon 3 secondes à quelque chose de précis. À l'heure actuelle, je n'ai aucune idée où on va s'en aller avec ça. Mais par contre, ce que je sais, c'est que si on ne prend pas au sérieux qu'il faut développer de la recherche dans cette direction, on ne sera pas là dans 100 ans pour en parler. Donc, il y a plusieurs objectifs interreliés dans la prévention des cancers. Réduire l'impact des cancers. Bon, il y aura toujours des personnes atteintes de cancer, donc comment leur assurer les meilleures conditions de vie, prévention tertiaire. Réduire l'incidence des cancers chez les individus à risque, cibler les personnes les plus à risque pour soutenir la réduction du risque de développement des cancers, prévention primaire. Réduire l'incidence des cancers dans la population, comme la majorité des cas provient des personnes à risque moyen, bien, il s'agit de modifier les conditions qui conduisent au risque. Ça, on sait encore relativement bien faire. OK? Et depuis, je dirais, une vingtaine d'années, on a développé beaucoup de moyens autour de ça. Mais finalement aussi, il faut réduire les inéquités de la santé. Et puis là, on ne parle même plus de cancer, parce que les cancers, comme les autres conditions de santé, sont une manifestation d'inégalité, issue de l'organisation du vivre ensemble, qui pousse des groupes à la marge et à risque de risque. Il y a des campements à Montréal, il y a des campements à Paris, mais il y a des campements aussi à Clermont-Ferrand, il y a des campements à Victoriaville, il y a des campements dans les petites villes. Et ces gens-là, je m'excuse, vous allez les voir dans les urgences hospitalières régulièrement. Donc, effectivement, il faut se servir de cet outil-là. Et comment vous en servez? Bien, pas très bien. Ça, c'est le rapport scientifique de l'INCa. J'ai une version de travail parce que je vais être au Conseil scientifique international dans 3 semaines. Mais voici les projets financés par l'INCa. Et malgré et Jérôme a fait augmenter ces projets-là. Donc, 34 projets en 2023 sur à peu près 150. Ou 125 ou 130, donc c'est marginal. Mais on se dit, c'est pas pire, c'est quand même pas mal. 130 sur 150, ça doit faire quelque chose comme pas loin de 18 %. Non, c'est 8 % du budget. Aïe, aïe. Donc, les réseaux, à quoi ça sert? Ça sert à partager puis à multiplier les perspectives. Puis en fait, ce ne serait pas une bonne idée que tout le monde fasse la même recherche tout le temps de la même façon. Donc, à quoi ça sert, les réseaux? À mon avis, c'est pour partager des plateformes. Okay? Et SORISP nous a montré 2 plateformes qu'ils partagent bien. Une plateforme de communication et une plateforme de formation, parce qu'eux, ils pensent aussi qu'il est important que la prochaine génération puisse s'acculturer à ce type de recherche-là. C'est aussi du partage et de la mise en lien des avancées scientifiques. Et c'est ce que SORISP essaie de faire. Lorsque SORISP nous parle de son cadre, lorsque SORISP nous parle de son cadre méthodologique, de son cadre théorique, et ça peut avoir l'air effectivement assez théorique, mais c'est l'idée de, non pas d'adopter tout le monde le même cadre, mais de construire tout le monde le même cadre à partir
des projets qui sont là et de réintroduire les projets à l'aune du cadre. Et finalement, c'est des chercheurs, finalement, qu'on dise ce qu'on veuille, on reste des personnes, et des humains sociaux, et c'est la mise en relation aussi de personnes impliquées dans la recherche sur la prévention dans tout le spectre. Je comprends qu'en France, ce soit difficile d'impliquer les enfants. Vous y arriverez. Les Australiens y arrivent tranquillement. C'est peut-être une façon des gens dont vous pouvez vous inspirer. Ben, je vous remercie. C'est ce qui m'est venu comme réflexion. Parfait, un grand merci Louise, un pile poil dans le timing, même avec quelques petites secondes d'avance, qui va nous donner quand même sans doute un petit peu plus de temps pour les questions. Donc on s'était dit 10 minutes de questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est extrêmement rare d'avoir une grande dame de la prévention et de la promotion de la santé, ou comment vous avez appelé ça, de la prévention primordiale. Je crois que je vais repartir avec ce terme qui nous emmène quand même un petit peu plus loin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, et ceux qui sont dans la salle aussi, vous pouvez vous connecter à l'application pour poser vos questions. Bon, d'abord, moi je tenais à te remercier sincèrement pour cette présentation très claire, très inspirante. J'ai trouvé tes métaphores extrêmement explicites, notamment celle de l'arbre, où on voit très bien où tu veux en venir. Bon, la petite pique sur le pesticide, bien évidemment, on ne pouvait pas ne pas la rattraper. Donc on attaque avec la première question, si tu veux. Parler d'équité et de justice sociale est pertinent, mais les chercheurs, tout comme les décideurs, sont-ils sensibilisés à cela ? Moi, je pense que les décideurs sont sensibilisés à ça. Est-ce qu'ils peuvent agir? Est-ce qu'ils veulent agir? C'est une autre façon. C'est parce que le problème est tellement complexe, on ne sait pas par où le prendre. C'est comme les collègues qui nous parlent d'une seule santé, c'est comme les collègues qui nous parlent de santé planétaire. C'est des systèmes qui sont extrêmement complexes. Et dans notre façon d'être formé, on a une épistémologie qui creuse et non pas une épistémologie qui fait du lien. On veut creuser une question et non pas la rendre plus complexe. Donc, c'est une autre façon d'aborder la réalité. Ce n'est pas la façon cartésienne d'aborder la réalité. C'est une façon qui est beaucoup plus organique d'aborder la réalité en suivant le lien qui va nous conduire à autre chose et à une réalité juste plus complexe. Et c'est sûr que on a chacun nos projets et on est tous pris dans la quotidienneté de nos projets. Mais un réseau, ce que ça nous permet de faire, c'est d'en sortir de temps en temps et de voir quel lien je peux faire entre ce que je découvre et ce que je fais et ce que d'autres font, et qui rend juste un petit peu plus justice, il fait juste un petit peu plus justice à la complexité de la réalité. Moi, je trouve ça assez intéressant de constater comment, sachant que ça ne marche pas, sachant que personne ne le fait, on continue de dire aux gens de faire ci, de faire ça et de ne pas le faire. Parce que c'est la blague du gars qui cherche ses clés sous le lampadaire. Hein? Pourquoi tu cherches tes clés là? C'est parce qu'il y a de la lumière, Louise. Parce qu'il y a de la lumière. Évidemment. Voilà. Donc, je te propose d'enchaîner avec une autre question. Plutôt que d'évaluer des politiques de santé qui vont être mises en place, ne vaudrait-il pas mieux travailler en amont à l'élaboration de ces politiques, et comment le faire? Bien, travailler en amont à l'élaboration des politiques, on le fait sur quoi? On le fait sur des valeurs, on le fait sur des théories, parce qu'on ne peut pas le faire sur l'empirie. Pour le faire sur l'empirie, pour faire... Et là, les gens vont vous accuser d'être théorique, idéologique, et il faut l'essayer à quelque part pour pouvoir dire, bien, ça repose sur des données probantes. Et encore là, dans la mesure, effectivement, où on n'aura qu'un seul paradigme biomédical en santé pour réfléchir sur les interventions, bien, on va être pris pour avoir des données probantes, toutes choses étant égales par ailleurs,
qui ne marche que dans des conditions spécifiques, sans se poser la question sur comment ça pourrait marcher autrement. Parce que ça, c'est une question théorique. D'essayer d'anticiper, c'est une question théorique. C'est la question des changements climatiques. Pourquoi il y a des climato-sceptiques? Il y en a beaucoup moins en 2024 qu'il y en avait en 1980, là, à l'époque du Club de Rome. Parce que les gens commencent à le voir dans leur vie de tous les jours. Mais il y a encore des climato-sceptiques. Parce que c'est théorique que la Terre va continuer d'exister. C'est l'humain sur Terre qui est menacé. Principalement. Comment mieux convaincre les financeurs des projets en RISP et de prendre en compte les déterminants structuraux de la santé? Donc, toi, en tant que... Ça, c'est à toi de répondre. Ah non. moi, je suis déjà convaincu, moi. C'est plutôt les autres qu'il faut m'aider à convaincre. Non, mais OK, il faut investir. Il faut changer le système par en dedans. Je vous ai avoué que j'étais sur le Conseil scientifique international de l'INCA. On est 2 à parler de prévention sur 15 éminents chercheurs qui sont très bons dans leur domaine, qui sont des gens de calibre de prix Nobel. C'est comment on investit les structures, nous, chercheurs en RISP, comment on investit ces structures-là, comment on devient des leaders dans ces structures-là pour être capable de les changer de l'intérieur. Ils ne changeront pas en tapant dessus. Ils vont changer en creusant. C'est la goutte d'eau, en fait, qui fait changer les structures et les institutions. Une autre question, puis après, je vais passer à une question qui sera peut-être un petit peu plus longue et un petit peu plus compliquée. N'y a-t-il pas un enjeu sur le cadre de la recherche, sa réglementation, son financement, quand on parle de prévention primaire? En d'autres termes, si je devais reformuler, est-ce que finalement les cadres de la recherche qui existent aujourd'hui sont des cadres qui sont adaptés à la recherche en prévention primaire? Non, ils ne sont pas adaptés. Parce que, on l'a dit, parce qu'il y a le temps, parce que lorsque vos gouvernements changent à tous les 5 ans, lorsque les financements viennent essentiellement autour de la notion d'innovation qui peut se transformer en technologie de la santé. Tu sais, la prévention primordiale, ça se transforme relativement peu en objet marchandable. C'est comme ça. Changer les structures, changer un système d'éducation, c'est pas une marchandise que tu vends, donc tu peux pas en faire un gadget technologique, donc tu peux pas avoir un investissement comme ça. Et ça, c'est inhérent à la recherche en prévention. Et c'est pour ça que ça prend des institutions de l'État pour accepter d'aller un petit peu dans le noir. Puis en fait, regarde, c'est ça la recherche. Un chercheur qui sait ce qu'il va trouver, c'est pas un chercheur. Un chercheur, c'est quelqu'un qui est confortable à ne pas savoir où il est dans la vie et qui est capable de retrouver son chemin, puis qui est capable d'explorer de nouvelles avenues, puis de dire aux gens, puis de ramener des gens dans son petit carré qu'il a trouvé. Regardez ce que j'ai trouvé, puis voici comment ça se lie à ce qu'on sait déjà. Mais ça, dans nos sociétés, on commence à oublier, puis comme chercheur, on se voit beaucoup plus comme personne qui passe après, en deuxième, et plutôt parce qu'on est peu formés, on forme peu nos jeunes chercheurs à être perdus. Louis, je ne sais pas où je suis. Ça donne bien, c'est exactement là où tu dois être. Si tu veux proposer des cours à la fac pour comment se perdre... Non, comment se perdre et se retrouver. Si tu veux, va falloir travailler avec le doyen, parce que je pense que parce qu'il y aura des petits problèmes dans le circuit actuel. Parce qu'il faut que ça roule. Il faut qu'en 3 ans, tu aies ton PhD, il faut que tu aies tes 3 articles, que chacun de tes articles soit un peu trivial, on s'en fout. Alors, une dernière question qui n'est pas dans le chat, moi c'est une question que j'ai envie de te poser depuis très longtemps.
Donc, tu as été quand même à l'initiative de ce développement de la recherche interventionnelle. Moi, je suis là-dedans depuis quelques temps. Je mobilise beaucoup d'énergie à essayer de développer la recherche interventionnelle. Du coup, toi qui es là depuis le début, ça serait quoi en fait les lignes qu'il faudrait pousser? Ça serait quoi les chemins qu'il faudrait défricher pour pouvoir développer cette recherche interventionnelle? De mon point de vue à moi, j'ai l'impression qu'on a réussi à développer quelque chose sur l'axe Montréal, l'Hexagone, plutôt en dessous de Paris, en prenant un peu Nancy, un peu par là. Mais du coup, comment en fait on arrive à embarquer les autres? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on devrait avancer maintenant? La recherche interventionnelle, elle prend plusieurs noms. OK? Il ne faut pas oublier les Anglais. Eux, ils l'appellent l'implementation science, les Américains aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup quand en France, vous utilisez le terme implémentation parce que quand on parle d'implantation, on parle à la fois de plan et de plante. On parle à la fois d'une démarche rationnelle et cartésienne et à la fois d'une démarche qui est organique. Mais cette idée de recherche interventionnelle, bon, elle est canadienne, et les Français, vous avez embarqué là-dedans, puis on s'est bien amusé. Mais il y a plein de choses. Bon, on parlait de promotion de la santé tout à l'heure, de la recherche en promotion de la santé qui est parente. Moi, je ne crois pas aux barrières. Je pense qu'on a beaucoup plus intérêt à trouver les ponts. Et quand Tricia Greenhalgh en Angleterre parle de implementation science, ben on parle de la même chose, elle et moi. Quand Alfred Rutten parle de policy implementation, ben on parle de la même chose, lui et moi. Donc, mais est-ce que le terme est vraiment adéquat? Parce que si tu veux, quand tu travailles et que tu communiques avec d'autres personnes, on va souvent avoir cette espèce de confusion. Ils disent, si, moi je fais de la recherche interventionnelle. C'est plutôt de la recherche sur les interventions, ou plutôt une intervention évaluée. Et si tu veux, je ne sais pas si alors, on pourrait dire le syntagme qui a été utilisé, si finalement on n'est pas arrivé un petit peu au bout et qu'on a un petit peu de mal à... C'est très possible. Puis, tu sais, dans le fond, qu'on l'appelle la recherche sparadrap, ça ne me dérangera pas non plus. Bon, ouais, alors le problème, c'est que la marque est déposée, là. Donc faudra... mais je pense qu'il faut juste s'entendre sur un objet. Quel est notre objet? Et je pense que les gens qui parlent d'implementation science vont parler d'une intervention complexe autour d'organisations qui veulent changer des conditions dans lesquelles le vivre ensemble s'actualise. Mais moi, je ne suis pas mariée à un terme spécifique. Je pense que la recherche interventionnelle, ça a servi. Est-ce que ça va servir encore 10 ans? J'en sais rien. Non, je pense qu'on a plus intérêt à développer une science des solutions. De quoi on parle quand on parle d'intervention? C'est de la recherche sur l'intervention, mais moi, je trouve que en français, ça se dit bien. Un grand merci. Je crois qu'on peut applaudir Louise pour cette intervention extrêmement brillante. Voilà. On est dans le timing. On s'était dit qu'on finissait à 45. Je vais appeler maintenant le professeur Elisabeth Weiderpass qui était avec nous ce matin pour clôturer cette journée. Oui, notre petit jingle, le temps qu'elle s'installe. Encore merci d'être avec nous. Donc Elisabeth Weiderpass qui est directrice du cirque. Donc on arrive au dernier moment de cette journée. Donc je vais peut-être vous poser quelques questions. Je vais peut-être démarrer du coup par Elisabeth. Donc du coup Elisabeth, quel est votre retour sur cette journée consacrée à la recherche en prévention des cancers? Merci Jérôme. Je crois que les deux réseaux SO-RISP sont très complémentaires dans leurs approches. Alors, Concept, par rapport à SO-RISP, adresse le continuum de la prévention, de la compréhension des risques à des actions sur les risques, des enjeux spécifiques des cancers, des concepts de poursuivre la production de la connaissance surtout à deux niveaux. Les facteurs de risque nutritionnels, environnementaux et leur interaction, et aussi les représentations des citoyens et des décideurs, comment les acteurs
les comprennent et les percevoir en mobilisant les outils et les concepts des sciences humaines et sociales, soit-elles psychologie sociale, marketing social ou d'autres. Et une petite suggestion pour l'INCA, serait de saisir l'opportunité de comprendre, faire la modélisation peut-être en fonction du nombre de cancers qui pourraient être évités avec des différents approaches dans l'étude concept. Et peut-être focaliser surtout pour ça. Et aussi pour concept, je crois qu'il y a un grand défi d'échelle. L'étude est très intéressante, mais il est tout petit. Il faut augmenter l'échelle beaucoup et prouver qu'on peut faire ça, pas seulement au niveau local, régional, mais au niveau national. On a aussi besoin que tu portes cette parole. On a bien noté le petit message pour l'INCA. Un grand merci. Louise. Ouais, mais je vais répéter tout simplement. C'est très très complémentaire. Vous êtes pas dans le même spectre, dans le continuum de prévention. Alors, vous continuez de vous parler puis d'apprendre l'un de l'autre. Moi, je trouve ça, au contraire, très très riche. Bon, quel est ton retour, toi, sur cette journée? C'est ça. Moi, je pense que de mettre l'intervention de prévention au cœur d'un projet scientifique, c'est primordial. Et de ce que l'on sait et ce que l'on savait lorsqu'on a parti cette histoire-là de recherche interventionnelle, c'est que connaître le problème, ça ne dit pas sur la solution. Ça dit sur quoi il faut agir, mais ça ne dit pas sur comment il faut agir. Donc, il faut une science de l'action. Et cette science de l'action, elle est obligatoirement interdisciplinaire. Je ne connais pas bien la différence entre inter, trans et multidisciplinaire, donc moi j'utilise interdisciplinaire, c'est plus simple dans ma vie. Et elle est aussi, ce que je me rends compte de plus en plus, elle est pluriépistémique. Et il faut vraiment croiser les savoirs autour de l'intervention, parce qu'on n'intervient pas dans la vie des gens de l'extérieur. Ils ne changeront jamais de toute façon. Puis de toute façon, le monde ne change pas de l'extérieur. Il change de l'intérieur. Et il faut travailler avec les gens. Donc, moi, j'ai vu ça aujourd'hui, que c'est interdisciplinaire, que c'est pluriépistémique. J'en suis bien contente et je pense qu'on va dans la bonne direction. Ça, c'est sûr qu'on a vu différentes épistémologies, des choses très complémentaires, des choses qu'on n'aurait pas forcément mariées a priori, mais finalement, on voit qu'elles arrivent à se marier, on voit qu'elles arrivent à évoluer. On poursuit sur les questions. Alors du coup, Elisabeth, quelles innovations vous avez identifiées comme importantes aujourd'hui? Si vous devez repartir à Lyon, enfin vous allez repartir à Lyon tout à l'heure, c'est quoi en fait les innovations que vous diriez, les choses qui vous ont le plus marqué, étonné, avec lesquelles vous repartez? D'abord, la diminution de la fragmentation en recherche en prévention. Je crois que l'approche explicite de créer des synergies entre les composantes de prévention, c'est extrêmement importante. En ce qui concerne concept, notamment les continuums entre la prévention au niveau populationnel, la prévention ciblée dans des personnes à haut risque et une approche systématique. On inclut la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et après, la nécessité de développer une stratégie pour tenir en compte les déterminants sociaux et envers les acteurs commerciaux. Je crois que ça, c'est un message très fort d'aujourd'hui. Donc marquer davantage le pas sur la question des déterminants de la santé, davantage que sur les facteurs de risque. Grande approche pendant plusieurs décennies sur cette question des facteurs de risque. Mais finalement, quels sont les déterminants de ces gens qui sont confrontés à ces facteurs de risque? Une approche beaucoup plus globale, une approche promotion de la santé, prévention primordiale. Louise, tu repars avec quoi? Enfin, tu repars pas tout de suite. Moi, je repars avec l'idée que les réseaux, ça fonctionne. Je repars juste avec cette idée-là. Les réseaux comme façon d'organiser la recherche,
ça peut fonctionner. C'est une façon où comment ça s'appelle? Là, j'ai un senior moment, comme disent les Anglais. Là. Tu peux faire un mix avec les langues. La fertilisation croisée, voilà. Fallait le placer, fertilisation croisée, oui. Il y a de la fertilisation. Et c'est pas... L'idée n'est pas que tout le monde travaille sur la même chose de la même façon, mais d'apprendre les uns des autres et d'arriver à une vision plus complexe de ce qu'on fait. Ça correspond à ce que tu attendais, parce qu'en fait, tu avais été un petit peu à l'initiative de ce projet. Je l'ai présenté ce matin. Au départ, en fait, on s'était dit, voilà, labelliser des structures, peut-être pas. Créer des réseaux sans doute, mais créer des réseaux avec un gros travail qui avait été fait en amont, des benchmarking, des groupes de travail, un comité scientifique, des focus groups. Ça correspond finalement après ces 2 ans? Oui, mais je pense qu'après 2 ans, on a un proof of concept ici. C'est-à-dire qu'il y a 2 réseaux qui fonctionnent, qui semblent, en tout cas, fonctionner, avoir des productions qui leur sont propres, développer des outils qui leur sont propres. Puis quand je parlais de plateformes, il y a des plateformes qui sont propres à chacun des 2 réseaux. Ils mettent en lien certaines avancées scientifiques. C'est peut-être plus vrai dans SORISP que dans Concept, mais Concept a très certainement plus de plateformes. Puis, ils mettent en relation un ensemble de personnes impliquées et ils font se parler les gens. Moi, je pense qu'on a là des assises de réseau fonctionnel. Les assises d'un réseau fonctionnel, ça correspond à quelque chose qui fonctionne bien. Après 2 ans, c'est du boulot, hein? Oui. Oui, je crois qu'ils l'ont dit ce matin, qu'ils n'avaient pas forcément imaginé le temps qui allait être nécessaire à se parler. Voilà. Je crois que les collègues de Concept l'ont très bien dit, en disant, voilà, on pensait qu'on allait se comprendre tout de suite, ça n'a pas été évident. Les autres ont dû faire un glossaire. C'est pas évident, hein, de quoi on parle. Dernière question, pour rester dans le timing. Quels sont pour vous les principaux enjeux, Elisabeth? Les principaux enjeux pour demain sur cette recherche en prévention primaire? Je crois qu'on s'est presque tous mis d'accord. Les inégalités sociales sont un exemple clé de la nécessité de compléter tous les efforts déployés et les cibler pour les publics les plus défavorisés. Dans toutes les interventions en santé publique, inclus santé publique pour prévenir, dépister et traiter les cancers. Pour améliorer les conditions de vie et diminuer peut-être toutes les inégalités qu'on est en face aujourd'hui en France, en Europe et ailleurs. On doit être modeste comme chercheur, comme oncologue, comme épidémiologue, comme professionnel de santé publique. Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs placés pour influencer les preneurs de décision. Et il faut nécessairement travailler avec les sociétés civiles qui ont beaucoup plus des forces, des forces de frappe et des connaissances comment influencer les pouvoirs publics. Alors, je crois qu'il faut beaucoup de modestie de notre classe et vraiment donner, servir à la communauté et les ONG et les acteurs sociaux avec les connaissances et les supporter à faire leur travail. Mais c'est leur travail. Ce n'est pas les nôtres, nous ne sommes pas des professionnels qualifiés pour faire ça. Et après, une petite réflexion sur les modèles économiques de la prévention. On a beaucoup parlé sur la prévention primordiale. Je crois que ça a été développé un petit peu théoriquement pour les maladies cardiovasculaires, pas explicitement pour les cancers. Et je crois que ce travail-là, il faut les faire. Il faut l'écrire. Alors, une petite invitation pour les personnes qui nous écoutent. J'adorerais les faire, je n'ai pas le temps, mais peut-être il faut prendre les cerveaux brillantissimes du professeur Potvin et d'autres collègues pour théoriser aussi ça avec une réflexion économique sur la prévention aussi inclue. Alors la question des inégalités, la question de la justice sociale, la question de l'humilité, la question de la modestie, la question de travailler davantage avec les autres, passer les relais et collaborer davantage. Merci beaucoup. Louise. Moi, je pense que le principal problème qu'on a, c'est le financement de cette recherche-là. On pense qu'elle peut se faire à rabais et mon mentor disait il n'y a aucune raison que la recherche en prévention, ça coûte moins cher que d'envoyer un homme sur la Lune. Il n'y a aucune raison. Hein? Et par contre, puis on sait très bien qu'on fait avec des bouts de chandelle.
comment on fait ça concrètement? Augmenter nos masses critiques. Il faut amener les jeunes très sérieusement. C'est eux qui vont être concernés par ce qui va se passer dans 20 ans. Et honnêtement, ils ont envie que ça bouge. Donc, leur proposer une science de l'action, leur proposer une science qui va changer les choses, les mobiliser autour de ça. Parce que, effectivement, la recherche, le fonctionnement du financement de la recherche, c'est de l'offre et de la demande. Hein? Tu le sais. Si tu n'as pas de réponse à ton appel à projet, ton budget va diminuer la semaine prochaine. Donc, il y a des appels à projets qui ciblent ces choses-là. Il faut les faire, il ne faut pas les investir, il faut les inonder pour que les financeurs s'aperçoivent bien qu'ils ne mettent pas assez d'argent dans ça. Il faut qu'ils aient des taux de succès éminemment bas pour qu'effectivement, ils puissent amener plus d'argent. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je dirais, il faut trouver une façon de valoriser les impacts à moyen et à court terme que l'on a. Vendre qu'on produit de l'équité, vendre que l'on produit de la qualité à la vie, très peu vendable. C'est quoi l'impact que l'on a? Vendre que les enfants seront plus heureux 8 heures par jour dans leur crèche, à mon avis, il y a une couple de parents qui vont peut-être être contents de ça. Et encore là, on n'a pas assez d'idées sur les impacts intermédiaires, les impacts à court terme, parce que la prévention, c'est ce qui n'arrive pas, OK? Et c'est pas vendable. Donc, comparativement à ce que j'ai dans ma poche, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Donc, je suis mieux d'avoir 3 secondes de plus de vie à la fin que 2 ans, puis je n'ai aucune idée comment ça va se passer. Donc, je pense qu'il faut valoriser les impacts à plus court terme, et puis il faut sérieusement aller se trouver des alliés. Donc, budget. Masse critique. Des impacts à court terme, enfin moyen terme, court terme, ça sera un petit peu délicat, donc pouvoir rendre compte de ça, avoir des choses un petit peu plus vendables et aller plus loin sur la masse critique. Il y a des gens qui ont vendu des choses qui n'ont absolument pas d'allure. Hein? Tu sais, les gens du génome, là, ils nous ont vendu quoi? La médecine personnalisée qui allait révolutionner la chose, mais c'est tellement cher qu'il n'y a personne qui peut le mettre. Mais on investit des milliards d'euros dans cette histoire-là. Pourquoi on n'investit pas des milliards d'euros en prévention? Ça me semble. Il faut que quelqu'un vende quelque chose à quelque part. Bon, donc je crois que c'est à vous de proposer des projets à vendre. Je crois qu'on peut les applaudir. Vous remercier infiniment. Ça fait plaisir. Ouais. Merci, ça fait plaisir de vous rencontrer. Donc on clôture. Donc je tenais à remercier bien sûr tous les participants que nous avons eu en ligne. Vous avez été un petit peu moins de 200. Je tiens à remercier bien sûr tous les orateurs pour leur présence et leur engagement tout au long de cette journée. Une journée très enrichissante, une journée très dynamique dédiée à la recherche en prévention. Je tiens bien sûr à remercier les réseaux Concept et Sorisme pour le travail engagé, pour les perspectives de recherche qu'ils ont proposées. Bien sûr, remercier nos 2 grands témoins, Elisabeth Weiderpass et Louise Potvin. C'est pas évident d'avoir 2 personnalités comme ça qui passent une journée complète avec nous. Donc, je crois que nous, ici, on sait vraiment la chance qu'on a eue. Donc, je vous remercie vraiment encore énormément pour ça, parce que c'est vraiment très précieux pour nous de pouvoir avoir votre expérience, votre expertise et surtout votre retour sur les perspectives, ce qui nous donne de la hauteur, bien sûr, et aussi de l'énergie pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir avancer. Je souhaitais bien sûr exprimer ma gratitude à tous les gens qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Donc les gens de mon équipe, Lina Oumera, Hélène Roux et Anne Margot, qui est à la com, qui nous ont beaucoup aidé, notre prestataire Formule Magique, notamment François Bévan, Elena.
J'ai pas tout à fait fini encore. Donc, les échanges aujourd'hui donc, me rappellent l'importance en fait, d'innover, de collaborer au sein des réseaux pour mieux répondre aux défis de santé. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, était très important. Je vois aussi comment, à travers ces journées, on a pu montrer comment ces réseaux, ça permettait en fait, de faire de la recherche autrement. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à mettre en avant. Quand tu disais, voilà, c'est quoi en fait, les choses intermédiaires qu'il faut qu'on ait produit. Là, je crois qu'on a produit quelque chose d'intermédiaire qui est extrêmement important, puis on a eu beaucoup d'illustrations, donc voilà à quoi ça sert. Donc surtout aussi, cette journée m'a permis de découvrir des choses assez intéressantes. Je crois que sur cette question de la santé primordiale, je crois que ça a bien cranté et je crois qu'on va réfléchir là-dessus. Je crois que la proposition d'Elisabeth d'écrire quelque chose sur finalement cette prévention primordiale assez proche de la promotion de la santé dans le champ du cancer est quelque chose d'important. Nos prochains événements, le 19 novembre, qui va être consacré à la question des déterminants de la santé. Et puis bien sûr, fin décembre, le 11 et 12 décembre, notre colloque sur les apports de la recherche en sciences humaines et sociales dans la fin de vie. Donc maintenant, vous pouvez envoyer le jingle parce que c'est le moment de vous dire merci, un grand merci à tous pour votre participation à cette journée.